connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver. En 2026, avec l'intégralité de l'équipe, on a choisi de vous proposer plusieurs émissions de la saison des séries en mode bilan de l'année 2025. À travers 2 ou 3 recommandations, des membres de l'équipe de SDS vont se succéder chacun leur tour pour évoquer des fictions qui en 2025 ont particulièrement attiré leur attention. Et pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir d'accueillir celle que vous avez pu entendre entre autres dans notre épisode d'un pilote presque parfait consacré à Gossip Girl. Salut Solène et bonne année à toi. Salut Junior et bonne année, je sais que tu adores qu'on te la souhaite. J'adore, franchement j'adore, vraiment entre le 1er et le 31 janvier c'est ma période préférée, ou pas. Moi je préfère ça à ceux qui me disent et à l'année prochaine. Au secours. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez découvrir les fictions qui ont fait battre le cœur de Solène en 2025, juste après un premier extrait qui fait également office d'indice concernant la première série au programme. Je m'appelle Cadence Sinclair Eastman. Oui, nous sommes les Sinclair. Certains nous surnomment la famille royale américaine. I feel I've known you all my life. Nous vivons, l'été en tout cas, sur Beechwood Island. I know your marks, your every line. Nous étions heureux, nous ne manquions de rien. I just hope we don't run out of time. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible l'été dernier, et je ne me souviens pas de ce qui ou de qui m'a fait du mal. Katie espère que revenir ici ravivera sa mémoire. La seule chose que je me suis rappelée de l'été 16, c'était toi. Prends garde à toi, tu pourrais te blesser. N'oublie jamais qui tu es. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous explique brièvement le déroulement de ces bilans que l'on va faire calmement. Si vous avez la ref, c'est super, et vous êtes vieux, sachez-le. Chaque chroniqueuse va évoquer ses coups de cœur sériels via 2 catégories ou 2 figures imposées, un peu comme au patinage artistique. D'abord, la meilleure nouveauté de l'année 2025. Ici, on évoquera une série sortie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Par exemple, Adolescence qui est sorti en mars 2025 sur Netflix ou Empathie en septembre 2025 sur Canal+. Deuxième catégorie, une série toute décennie confondue, mais visionnée pour la première fois en 2025. Par exemple, j'ai enfin lancé Mad Men, disponible sur Arte, alors que la série date de 2007. Et une catégorie bonus, une série bonus où mes chroniqueurs-chroniqueuses ont carte blanche pour évoquer un dernier coup de cœur sans aucune contrainte. Mais sachez, amis auditrices et auditeurs, que chaque membre de l'équipe est libre de vous livrer ou pas un 3e choix. Donc vous verrez, il y a certaines personnes qui vont chroniquer 2 séries, d'autres 3. J'espère que tout est clair et limpide pour vous, chers amis. Avec toi Solène, on entame ce bilan en commençant par la meilleure nouveauté découverte de l'année 2025, en tout cas l'une des meilleures. Ce n'est pas non plus pour toi la série ultime et tu as choisi We Were Liars, disponible sur Prime Video. Est-ce que tu peux nous en faire le pitch, s'il te plaît ? Oui, comme tu l'as dit, pour moi, c'est pas la série de l'année, mais c'est quand même une très bonne série et je pourrais expliquer pourquoi. Donc, We Were Liars, qui est aussi en français appelé Nous les menteurs, c'est une série donc inspirée du livre du même nom qui a été publié en 2014. Et donc, on suit l'histoire de la famille Sinclair. Et si je peux être même encore plus précise, c'est l'ultra richissime famille Sinclair, puisqu'ils possèdent même une île. Non, mais pardon, qui possède une île à part dans Twilight, tu vois C'est clair. Et donc l'île s'appelle Beechwood et ils se retrouvent là-bas tous les étés. Et donc dans la première saison de We Were Liars, on suit 3 générations de la famille Sinclair, les grands-parents, leurs 3 filles et les petits-enfants. Et c'est l'une des petites filles qui raconte l'histoire, elle s'appelle
Cadence. Bon, moi j'ai regardé en VO, donc je sais pas trop comment on le dit en français, mais voilà. Et l'été de ses 17 ans, elle revient à Beechwood pour trouver des réponses à l'accident qui a eu lieu 1 an auparavant et qui l'a rendue totalement amnésique. Sachant que personne ne veut lui dire quoi que ce soit sur l'accident, elle doit trouver les réponses par elle-même. Dis donc, elle a un entourage assez spécial. Ouais. Ok. Au casting, Emily Aline Lind, vue dans le reboot de Gossip Girl, c'est une fille de, on va y revenir, Candice King, Caroline dans Vampire Diaries, mon petit crush, Caitlin Fitzgerald et Mamie Gummer, une autre fille de. Alors on va faire un point, même si bien sûr faut pas les résumer à ça. C'est la fille de qui ? De Meryl Streep. Ok, juste la fille d'une légende du cinéma. Ouais, c'est clair. Et Emily Aline Lind, pour la petite histoire, c'est la fille de Barbara Alyn Woods, alias Deborah Scott, la mère de Nathan Scott dans Les Frères Scott. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer cette série We Were Liars ? Bah, on va dire que cette année, j'ai cherché beaucoup de séries romantiques qui parlent d'amour. J'étais très fleur bleue, quoi. Je voulais avoir de la romance à tout bout de champ. Sauf que le rythme de diffusion de ce type de série va pas au même rythme que moi, à ma manière de les regarder. Donc, j'en consomme beaucoup plus que ce qui n'en sort. Donc, D'accord. j'avais besoin de trouver quelque chose. Et j'ai entendu parler de We Were Liars en mode, c'est vraiment la série romantique à ne pas rater. Il y a une enquête, c'est vraiment trop bien et tout. Et en fait, moi, je l'ai pas commencé tout de suite. J'ai attendu d'avoir ces avis-là pour me dire, bon bah ok, vas-y, lance-toi, parce que j'avais regardé un autre truc juste avant qui était vraiment nul, j'avais même pas été au bout. Donc voilà, je me suis lancée. Et en fait, clairement, c'était pas du tout le mood que je recherchais cette série. Parce que oui, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas du tout ça. En vrai, il y a beaucoup plus d'enquêtes. Et même au début, j'ai eu du mal à enchaîner les épisodes parce que moi, je voulais vraiment du love to love, deux personnes qui se cherchent et tout. Et là, en fait, je me retrouve au milieu de mensonges, d'enquêtes et d'une famille hyper chelou. J'étais un peu perturbée. D'accord. Je n'ai absolument pas entendu parler de cette fiction. Pour la petite histoire, c'est vraiment des recherches poussées sur l'interface de Prime qui t'ont amené à la trouver ? En vrai, non. Je pense que mon interface, c'est vraiment correspond à ce que je regarde. Ouais. Et donc, du coup, moi, ça a apparu en top de ce qui était visionné sur Prime et tout. Et mon algorithme aussi Insta, je pense, a joué. Et donc, sur Insta et sur mon algo TikTok, vraiment, c'était mis en avant en mode c'est vraiment trop bien, l'histoire d'amour est trop belle et tout. J'étais là, bon, vas-y, go. Tu vois, j'avais regardé Buccaneers juste avant. J'étais Oui. allez, let's go. Alors, c'est pas le même mood. Et justement, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ce petit truc en plus dans Nous les menteurs qui t'a donné envie de nous en parler aujourd'hui ? Et justement, en fait, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que on sort un peu de ces clichés de séries romantiques. Et moi, tu vois, j'aurais kiffé, certes, si ça avait été que ça, mais je l'aurais pas recommandé parce que c'est souvent redondant, c'est souvent les mêmes problématiques, souvent aussi des relations toxiques. Et donc, bon, ok, moi, c'est ma cam, mais je les recommande pas non plus à fond. Et je sais que ça parle pas non plus à tout le monde. Donc là, bien sûr, il y a une histoire d'amour, notamment avec Cadence, la fille qu'on suit et qui essaye de retrouver la mémoire, et avec Gat, son love interest. Mais c'est pas 100% le sujet de l'histoire. Et surtout, tout au long de la série, nous, en tant que téléspectateurs, on est vraiment avec Cadence et on sait pas du tout ce qu'elle cherche. En fait, tu sais, souvent dans les séries, on a un peu d'avance sur les personnages. Il y a toujours un truc qu'on sait avant eux et du coup où on a un peu le truc de mais allez, dis-lui, il faut lui dire et tout. Là, pas du tout. On est vraiment toujours avec elle à essayer de chercher, à réceptionner les différentes pièces du puzzle et à essayer de les imbriquer. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que vraiment, on avance autant dans le flou que elle tout au long de la série, quoi. Génial, à hauteur et au rythme de l'héroïne. Ouais. Pas vendu comme ça donne envie. Hein. D'ailleurs, juste avant l'enregistrement, Solène, tu m'as indiqué que tu as même versé ta petite larme. Alors, sans nous spoiler, qu'est-ce qui a fonctionné sur toi au point de te mettre dans cet état-là ? Alors, moi, je pleure très souvent. Donc, c'est pas forcément gage de qualité pour dire, juste avant qu'on enregistre, j'ai pleuré devant la Star Academy. Donc, je pleure beaucoup devant les séries ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, comme je te disais, j'ai eu du mal à entrer dans la série. Du coup, j'ai mis du temps à m'engager aussi émotionnellement avec les personnages. Et en fait, le dernier épisode, je vais pas spoiler parce que vraiment, ce serait gâcher la série. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer parce que en fait, tout au long de la série, j'ai essayé de faire un peu mes pronostics sur ce qui avait pu se passer l'été d'avant,
qui fait que personne n'a envie de lui parler de l'accident et qu'elle doit trouver les réponses par elle-même. Et enfin, dans le dernier épisode, tout est révélé, quoi. Elle a toutes les pièces du puzzle, donc elle les remet ensemble. Et là, j'ai été bouleversée. C'est même pas une larme, tu vois, c'est vraiment des sanglots, à tel point que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer parce que j'avais enfin cet attachement au personnage. Et c'est là aussi où je me dis, on sort vraiment de cette série romantique comme on a l'habitude, parce que sur les séries romantiques, on finit une saison où voilà, les deux personnages ils sont pas vraiment ensemble, mais on a hâte qu'ils se mettent ensemble dans la saison d'après et tout. Là, on n'est pas là-dedans et je peux pas expliquer pourquoi parce que ce serait spoilé, mais vraiment c'est bouleversant la manière dont c'est écrit. Et c'est là où je pense que le livre est très bien écrit. Alors moi je l'ai pas lu donc je sais pas, mais je pense que l'adaptation est encore meilleure parce que vraiment, moi j'ai été scotchée, je m'attendais pas du tout à cette fin. Et tu vois, c'est un peu comme la fin de The Good Place. Alors j'ai pas pleuré, mais la fin de la saison 1, t'as vraiment un plot twist où tu te dis mais oh, celui-là je l'avais pas vu venir. Les cartes sont rabattues. Ouais, c'est ça. Et purée, waouh, ok, il faut que je survive à ça maintenant. C'est bien beau tout ce que tu nous racontes, Solène, mais est-ce que quand même dans cette série il y a des points négatifs à soulever? Oui, en vrai, comme j'ai dit, c'est pas non plus la série de l'année, il y a quand même pas mal de longueur. Et moi surtout ce qui me saoule, c'est comme dans toutes les séries où on est avec des ultra riches, on passe beaucoup de temps à naviguer entre les problèmes de riches qui sont, on va pas se le cacher, qui sont vraiment des faux problèmes. Et du coup, ça m'agace, tu vois. Les mères, donc, selon comment on se place dans l'arbre généalogique des personnages de la série, donc les mères / tantes, elles s'embrouillent pour des histoires d'héritage, de qui c'est qui aura le collier de maman, non. Bon, franchement, ça me gaffe, tu vois, on s'en fout. Ouais. Surtout qu'à côté, t'as la petite fille qui cherche à reconstruire toute la vérité sur son amnésie, t'as personne qui l'aide, et t'as juste 3 nanas qui sont là, j'ai envie d'avoir le collier, allez, vas-y, tu m'as saoulée. Donc ça, je trouve que ça traîne vraiment en longueur. Et il y a aussi un autre truc, quand on termine la série, il y a un arc narratif, notamment autour des mamans, qui est pas terminé. Et du coup, j'étais un peu perplexe, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi l'avoir amené tout le long si ça n'a pas lieu d'être, de ne pas le conclure? Parce qu'en plus, moi, quand j'ai lancé We Were Liars, je pensais vraiment que ce serait un one-shot, tu vois. Une saison, finie, basta, et c'était super comme ça. Les émotions que j'ai ressenties, elles étaient folles, et on s'arrête là. Et en fait, si l'arc entre les mères n'est pas terminé, c'est parce qu'ils ont annoncé une saison 2. Et du coup, pour l'instant, cette idée, elle m'emballe pas franchement, parce que j'ai du mal à voir comment ils vont pouvoir dépasser ce puzzle de la saison 1, tu vois. Très bien. Quand tu parles des ultra riches dans les séries, ça m'interpelle, ça me fait penser à cet agacement que j'ai ressenti notamment devant la dernière série de Ryan Murphy, Holy Sphere, avec Naomi Watts, Kim Kardashian et j'oublie la troisième personne. Elle joue son propre rôle ou quoi? Glenn Close, ouais voilà. Mais vraiment, on baigne dans le luxe. Insolent, c'est ridicule. Quand tu me parles déjà d'une histoire qui se déroule dans une île comme ça, qu'ils arrivent à se payer, je vous invite vraiment à lire cet excellent article sur le Courrier International qui parle de comment ça joue négativement sur nous, nos cerveaux, le fait de trop mater des séries avec des ultra riches. Puis là, tu les vois pendant 2 mois en vacances sur leur île qui leur appartient. Tu te dis, mais attends, mais pour être ultra riche, il faut quand même un minimum travailler. Non, apparemment, l'argent, il tombe du ciel, tu vois. Alors peut-être qu'ils ont tous très bien hérité et grand bien leur face, mais franchement, je trouve que ça t'envoie aussi des signaux dans ta propre vie de projection qui sont compliquées. Et c'est pour ça, moi, ça me saoule un peu quand c'est toujours avec des ultra riches et qu'on en fait des caisses autour de ça, tu vois. Parce que parfois, les personnages, ils sont riches et tu vois, même dans Friends, on se pose toujours la question de comment ils ont fait pour se payer cet appart. Mais en fait, on n'en fait pas des caisses sur la thune. Et au contraire, il y a toute une problématique, tu vois, sur Rachel qui a du mal à trouver un taf, qui comprend pas qu'en fait, il faut de l'argent pour survivre et pas juste appeler son daron. Et là, c'est intéressant. Mais là, quand c'est juste je sais pas qui c'est qui va hériter, allez, vas-y. Et on est d'accord, tu as tout dit, franchement, je comprends le côté faire rêver, mais ça devient complètement, c'est trop quoi, vous étalez trop votre confiture les gars, c'est insupportable. Pour rappel, la saison 1 de We Were Liars est disponible sur Prime Video depuis juin 2025, 8 épisodes de 55 minutes en moyenne, et comme vient de l'annoncer Solène, il y aura bien une saison 2, l'annonce avait été faite en septembre dernier. Ce n'est pas dans mon habitude de faire des discours, mais je crois que le moment est important. Je sais que c'est pas facile d'avoir atterri dans mon service après avoir été banni du MI5. Mais vous l'avez cherché. Il n'y a que des ratés, comme vous, qui finissent à l'étable. Et pour être honnête, travailler avec vous a été le pire moment de ma misérable carrière. Au boulot. Vous cherchez quoi là-dedans? Des débris de ce qui fut un moment une carrière prometteuse. Ce
Je croyais que c'était pareil qu'en prison, que ça se faisait pas de demander. T'es tombé pourquoi? Est-ce que t'as pas aussi envie de servir à quelque chose? Ça serait impossible de s'emmerder davantage. J'imagine que vous savez combien d'agents ont réussi à réintégrer les bureaux de Regent's Park après les tables? C'est pire de devoir vous expliquer quoi que ce soit que d'apprendre à se raser à un canard. Aucun. Dématez ça! Prise d'otage. Merde, c'est chez nous. Peut-être qu'on va pouvoir être enfin un peu utile. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Peu importe ce qui se passe, c'est du boulot pour de vrais agents. On passe à une autre série qui a rythmé ton année 2025, Solène, et on remonte le temps avec une fiction lancée en 2022. Oui, parce qu'on est dans la catégorie 2, celle des séries toutes décennies confondues. On en a brièvement parlé en reco sur Instagram. C'est Annabelle qui avait fait un excellent papier là-dessus, mais c'est l'occasion, via cette émission, de donner plus de détails sur cette fiction britannique Slow Horses sur Apple TV. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, de quoi s'agit-il? Alors, Slow Horses, c'est une série tirée d'un livre qui en français s'appelle La Maison des Tocards, et cette série, elle raconte l'histoire d'une équipe d'espions dysfonctionnels du MI5, donc en Angleterre. Ils ont été mis dans cette cellule parce qu'on peut pas les virer du MI5, mais personne ne veut entendre parler d'eux, donc ils sont là. Leur bureau, c'est vraiment des locaux miteux dans un quartier pas dingue, contrairement aux jolis bureaux en verre du MI5. Bref, on suit donc cette équipe et leur patron, Jackson Lamb, dans leur quotidien et surtout dans une enquête précise pour défendre l'Angleterre contre ceux qui lui veulent du mal. Au casting, le fabuleux Gary Oldman, c'est Solène qui l'a écrit, mais je le pense, je le trouve moins fabuleux quand même dans la mais série. Pour moi, ça restera toujours Sirius Black, donc vraiment... Oui, mais il avait la classe, il était beau. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, c'est important pour son personnage qu'il soit miteux. Ah, il est dégueu. Jack Lowden et Christine Scott Thomas. Solène, qu'est-ce qui t'a amené à lancer Slow Horses? Est-ce que c'est le fruit de recherche? Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette série? Parce que tout le monde ne connaît pas, loin de là. Alors pour le coup, non, j'avais jamais entendu parler de la série. Et moi, il faut savoir que je lis énormément, autant que je regarde de séries. Et donc, il y a 1 an et demi, en gros, avant les vacances d'été, j'ai été dans ma librairie de quartier, comme à chaque fois, pour chercher les livres que je vais lire pendant les vacances. Et ma libraire m'a conseillé La Maison des Tocards. Vraiment, elle était passionnée par ce livre, et donc elle me l'a logiquement vendu, puisqu'elle m'a transmis cet amour pour ce livre, et je me suis dit il a l'air trop bien. Et donc en fait j'ai lu ce thriller pendant les vacances d'été. Et tu sais, sur les livres, souvent, il y a des petits bandeaux pour dire prix machin truc, prix Goncourt, série primée, bref, peu importe. Là, il y avait un bandeau pour dire que c'était un livre adapté en série sur Apple TV. Donc, c'est pas du tout ce qui m'a fait acheter le livre. Mais du coup, après l'avoir lu et surtout après l'avoir dévoré, je me suis dit, ok, je vais laisser infuser un peu le livre, laisser le temps un peu d'oublier certains détails de l'histoire, et après, je vais pouvoir mater la série. Et franchement, un bonheur. Et juste par curiosité, il n'y a qu'un seul livre, un seul tome? Alors non, j'ai découvert, figure-toi, du coup il y a plusieurs livres. Moi j'ai lu que le tome 1, et c'est en préparant justement notre enregistrement d'aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il y avait 5-6 tomes, puisque chaque saison de Slow Horses correspond à un tome. Donc je vais poursuivre mon parcours, je pense, acheter les livres et ensuite regarder la saison. Alors pourquoi nous en parler aujourd'hui? Quels sont les éléments dans la série qui t'ont convaincu de le faire? Moi, pour bien contextualiser, j'ai vu que la saison 1, donc je m'exprime vraiment que sur ce sujet-là. Et souvent, moi, quand j'aime très fort un livre, je suis pas emballée par l'adaptation, surtout quand tu connais déjà la fin et tout. Là, au contraire, j'étais vraiment contente de voir s'animer ce que j'avais imaginé dans ma tête, avec les ruelles sombres de Londres, la course-poursuite, les non-dits, les regards de travers... ce patron Jackson Lamb qui est vraiment dégueulasse. Enfin, moi, je l'avais vraiment imaginé comme il est dans la série, donc je suis ravie qu'il ait été vraiment mis en scène de cette manière-là. Donc ça, déjà, ça fait partie du cadre et du contexte qui fait que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Et puis après, il y a cette équipe, en fait, détachée du MI5, c'est vraiment tous des cassés de la vie, quoi. Tu vois, ils ont été cabossés, on sait pas pourquoi. En plus, on met du temps pour certains à savoir pourquoi ils se sont retrouvés ici. Et Jack Lang, le patron, mais alors lui, il est imbuvable, il est alcoolique, il est crado, quoi. Tu vois, vraiment, il a les cheveux gras, il est sale, son bureau, il ressemble à rien. T'as vraiment pas envie de l'avoir comme patron, t'as pas envie de le connaître. Il a des chaussettes trouées, il pose ses pieds sur la table. Non mais vraiment, t'as pas envie de le connaître, t'as pas envie que ce soit ton patron, tu le détestes quoi, en vrai, au début. Et en fait, tu comprends au fur et à mesure qu'ils ont tous une bonne raison d'être dans cette équipe, et c'est au moment où ils se mettent à se serrer les coudes que ça prend un tournant
assez fort dans la série, et c'est pareil dans le livre, parce que tu réunis que des cassés ensemble, et en fait ils vont finir par se réparer un peu et à ne plus pouvoir se quitter. Et en fait, même au fur et à mesure, au début de la série, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas démissionné, tout simplement, parce que travailler dans ces locaux pourris avec un patron comme ça, mais au secours quoi. Du coup, je trouve que c'est cette réalisation-là et cette écriture de la série qui fait qu'elle est vraiment bien faite, parce qu'au début, tu les détestes quasiment tous autant qu'ils sont, surtout le patron. Et en fait, tu te prends au fur et à mesure à les aimer autant que tu les détestes, quoi. Pour le coup, ça m'a convaincue. Je crois qu'il y a un gros point positif dont tu souhaitais nous parler avant d'évoquer ce qui a moins marché. Ouais, alors pour moi, le gros point positif, c'est vraiment la scène d'ouverture de la série. Quand tu démarres la série, surtout si tu sais pas trop dans quoi tu te lances, vraiment, tenez-vous prêts, parce que vous allez être scotché dans votre canapé sur les premières minutes. C'est exactement la même que dans le livre. Donc moi, je savais exactement à quoi m'attendre, mais j'ai adoré regarder mon mec voir cette scène-là. Parce que moi, ça m'a pris aux tripes, mais alors le regarder à travers ses yeux, j'étais là, waouh. Parce que, pour expliquer brièvement, parce que j'ai pas non plus envie de spoiler, parce que j'ai envie que ça ait le même effet sur vous, cette scène d'ouverture, elle se passe dans un aéroport avec le personnage de River Cartwright, qui est un des personnages principaux de la série, qui est un jeune agent du MI5. Et à lui, on lui promet une immense carrière comme son grand-père. Sauf que dans cet aéroport, y a un terroriste et il doit absolument mettre la main dessus pour sauver tout simplement les voyageurs d'une mort certaine, comme vous pouvez vous en douter. Et en fait, il commet la faute impardonnable au MI5. Et donc, il est ensuite envoyé au placard, donc dans la maison des tocards. Et cette scène, elle est intense parce que on s'attache directement à River Cartwright. On veut qu'il réussisse sa mission. On découvre aussi d'autres personnages secondaires qu'on va avoir envie d'encastrer dans un mur, clairement. Ouais. Et surtout, vu qu'on veut qu'il réussisse, on arrête de respirer. La pression et la tension, elles sont vraiment au max. Jusqu'à cette erreur fatale. Et là, carton, je crois que c'est carton texte de... On passe à la scène suivante et... on sait plus comment respirer, quoi. Ouais, elle est vraiment très forte, cette scène. Juste avant l'enregistrement, j'ai maté le pilote. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a un côté James Bond mêlé à Mission Impossible, mais en plus réaliste, en fait. Où vraiment, on est au cœur de l'action, il y a des décisions à prendre, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et je trouve qu'on est vraiment en mode espion comme lui. Et en effet, il y a une empathie qui se crée immédiatement. Ouais. Ça prend vraiment aux tripes et c'est très très bien fait. Parce qu'en général, on met quand même un peu de temps à s'attacher au perso. Là, vraiment, en 5 minutes, t'as envie d'être avec lui et de l'aider, tu vois. Mais grave, et vraiment toute la force de la série réside dans l'ambiance, que ce soit celle des premières minutes ou celle de l'étable. C'est le lieu, le placard du MI5. Vraiment, c'est très fort à quel point on nous plonge dans l'ambiance à la fois James Bondienne et à la fois plus poisseuse, sale, crade, etc. C'est très fort là-dessus. Et c'est très drôle. Je trouve que cette ambiance, elle est aussi hyper réussie avec le jeu d'acteurs, parce qu'en fait, tu vois, ils auraient pu être totalement à côté de la plaque dans leur acting, les différents personnages. Et je trouve que c'est là aussi où la série est forte, c'est qu'ils sont tous bons dans leur rôle. Tu vois, quand on parle de Gary Oldman, qui est dégueu, qui est cracra et tout, en fait... j'en ai parlé après avec d'autres personnes qui ont vu la série, ils ont eu du mal à reconnaître le Gary Oldman des traits de Sirius Black, tu vois. Oui. Et c'est normal, parce qu'en fait, il s'est tellement mis dans la peau de son personnage et dans cette ambiance des arrière-rues sombres de Londres et tout, que en fait, tout est vraiment hyper réfléchi et réussi, je trouve, dans cette série. C'est cracra, ne regardez pas en mangeant. Est-ce que tu as quand même des points négatifs à soulever dans cette série ? En vrai, pas vraiment. Comme je l'ai dit, moi j'ai vu que la saison 1, donc peut-être que les suivantes sont moins à la hauteur de cette première saison. Et après, elles sont toutes tirées du livre, donc si les adaptations sont toujours aussi fidèles au livre et que les livres sont toujours aussi bons, ça devrait être un jackpot, j'ai envie de dire. Ce que je peux dire quand même, pour ceux qui n'ont pas envie de s'aventurer dans 5, 6, 7 saisons, parce qu'ils ont d'ores et déjà annoncé la saison 7, c'est que la saison 1, elle se suffit à elle-même. Donc vraiment, on peut regarder que la saison 1. La fin, elle se conclut par une vraie fin. Et donc, on peut juste finir en beauté avec ça. Donc, si vous souhaitez juste mater la saison 1, vous pouvez vous arrêter là. Pour rappel, la série Slow Horses est disponible sur Apple TV. Oui, c'est son nom désormais. On ne dit plus Apple TV+, mais Apple TV, via MyCanal. Depuis avril 2022, d'ailleurs, on ne dit plus MyCanal, on dit l'App
Canal+. Tout change, hein. Donc je reprends. Je reprends. Pour rappel, la série Slow Horses est disponible sur Apple TV via l'app Canal+. Et la 6e saison est d'ores et déjà tournée. On ne connaît pas encore la date de diffusion. Et sachez qu'en plus, Slow Horses a été renouvelé pour une saison 7. Juste une précision, ce sont des saisons de 6 épisodes d'une 40aine de minutes en moyenne. Voilà, ta mission s'arrête ici. Merci beaucoup Solène pour ton bilan de l'année 2025. Merci Junior. Things were supposed to be different for me. I look in the mirror. I would not bet on that guy. Although the divorce has been finalized, there's still the outstanding matter of the family home. I object. To what? That's contempt. We're not in a Okay, and I courtroom. feel like you guys are ganging up on me. My 3-6. chair's not as high as yours. There's a tiny lever under it. Please? Court's adjourned. We're not in court. If you keep looking in the rear view, you're gonna swerve off the road. The question you gotta ask yourself is, what's next? That was your pep talk? That's all I got. You're cupping your wrist a little bit. Did you hear that? I can barely hear you. Wait right here, Mrs. Nussbaum. I'll be right back. I found a kid who swings a golf club like a dream. What's your name? I'm not into older guys, but I'm flattered. Hey, get out of here. Who coached him? His dad. Why'd he stop playing? His dad. I'd like to try to qualify him for the U.S. Amateur Championship. I think he could win it all. You don't need to cut the corner here. Why go around when you can just go over? Notre coup d'œil dans le rétro sur l'année 2025 se poursuit avec Delphine. Salut Delphine et bonne année à toi. Salut Junior, bonne année. C'est à ton tour de faire un bilan à travers les catégories que j'ai citées en début d'émission avec 2 séries qui t'ont marqué cette année et qui ont eu la particularité de tendre vers le même genre. On démarre par celle qui pour toi est la meilleure nouveauté de l'année 2025 et tu as choisi de mettre en lumière la série Stick, disponible sur la plateforme Apple TV depuis le 4 juin 2025. C'est quoi l'histoire qui nous est racontée dans la série Stick, Delphine ? Alors, c'est l'histoire de Price the Stick Cahill, ancien grand champion de golf, qui après un dérapage voit sa carrière complètement finie. Il se sépare de sa femme, il sombre dans l'alcool, il fait des petites arnaques. Et tout ça jusqu'au jour où il rencontre par hasard un jeune prodige qui va le faire revenir à la vie. Et tout ça en le coachant, grâce au fait qu'il le coach. Au casting, Owen Wilson, Mark Maron, Judy Greer, Timothy Olyphant, Peter Dagger et Mariana Trevino. Donc, vous l'aurez compris, c'est une série Apple TV sur le sport. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle quelque chose. Tout comme à nos amis auditrices et auditeurs, j'en suis sûr. Delphine, pourquoi avoir lancé cette série ? Qu'est-ce que tu lui as trouvé de si particulier au point d'appuyer sur le bouton play ? On me l'avait vendu un peu comme un nouveau Ted Lasso. Donc, série sur le sport, on est sur Apple. Là, c'est le golf à la place du foot. Il y a des bons sentiments, des bons dialogues. Mais j'avoue que j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans. Je me souviens plus bien par rapport à Ted Lasso, mais là, j'ai mis un peu plus longtemps à rentrer dedans. 2-3 épisodes. Mais après, par contre, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai tout regardé. Tu l'as dit, Price est joué par Owen Wilson. Il a aussi mis sa patte à l'écriture, parce qu'il est aussi producteur de la série. Donc le perso, il lui ressemble vraiment, un peu foufou, avec sa façon de s'exprimer si particulière. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que même lorsqu'il est en colère, il hausse jamais le ton. Pour moi, qui est un vrai trigger warning sur les hommes en colère, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans tous les personnages qu'il peut faire, Owen Wilson. Et là, la relation qu'il crée avec le jeune homme rencontré, donc Santi, un garçon latino-américain qui vit seul avec sa mère depuis que son père les a lâchés, ça varie entre une relation prof-élève et avec une relation filiale, que ce soit donc père-fils ou coach-joueur. On sent que Price, il a envie de se retrouver un enfant, et Santi, un père, surtout le père qu'il a abandonné quand il commençait un peu à perdre, quand il jouait au golf plus ado. Donc pendant la série, ils vont créer au fur et à mesure des épisodes une famille de fortune, mais surtout de cœur, car ils partent sur les routes pour lancer Santi dans le monde du golf. Ils partent donc avec sa mère, le meilleur ami de Price, qui était son ancien caddie, et tout ça en camping-car, donc vraiment d'une façon très roots et très serrée, donc c'est très rapidement tous ensemble, quoi. Donc c'est très attachant, j'ai pleuré plusieurs fois dans la série. Même si on ne comprend pas grand-chose au golf, on devine les enjeux, et ils savent nous communiquer les moments de stress et de joie du sport. On est avec eux sur cette route, on est avec eux dans ce camping-car, à la recherche de cette place à se créer dans ce monde très bourgeois qu'est le golf. Oui, en effet, un sport de riches.
Faut accepter aussi ce postulat. C'est bien beau tout ce que tu évoques, mais est-ce que clairement il y a des choses qui ne fonctionnent pas également dans Stick ? Alors oui, on peut penser parfois que le scénar c'est hyper facile, parce que c'est bourré de bons sentiments, mais franchement, ça fait du bien. Les acteurs sont très bons, même Santi, que je connaissais pas avant, que j'avais jamais vu avant, il est plein de fraîcheur, je dis pas ça parce que j'adore ses cheveux, mais il est vraiment super. Les épisodes tournent autour de 30 minutes, sauf le pilote qui est à 44 minutes, je crois. Il y en a 10 pour cette première saison, donc ça va assez vite, on perd pas beaucoup de temps. Et pour le coup, ça fait qu'on rentre très rapidement quand même dans l'intrigue, vu que c'est court et peu d'épisodes. Donc c'est une bonne bouffée d'émotions, ça fait du bien. Et rien que pour ça fait plaisir. Ok, moi j'ai vu le pilote juste avant de faire cet enregistrement. J'ai trouvé ça plutôt pas mal dans l'ensemble. C'est difficile d'arriver à capter mon attention. Comme vous le savez, j'adore le sport. Mais il y a des sports face auxquels je suis totalement hermétique. Et le golf en fait partie. Même s'il y a eu l'émergence de Tiger Woods, de superstars comme ça, même si cette année, la Ryder Cup a beaucoup buzzé, ça m'a pas parlé, quoi. Ça ne m'a jamais parlé. Mais Owen Wilson, qui est une figure extrêmement populaire, que vous avez pu voir récemment dans Loki en série, il joue le rôle de Mobius, dégage une sympathie qui est cool, mais il y a des sillons qui me gênent un peu parce que c'est un peu du déjà vu, quoi. Que ce soit en série ou en film, on a déjà vu ça. Le fait de vivre un deuil, et finalement, de par la rencontre avec un mentor ou autre, il y a une filiation qui va se créer par la force des choses. En revanche, ce qui est cool, c'est d'arriver à mettre le talent en lumière, à travailler à le faire grandir. Ça, j'aime parce qu'on sait qu'on a une marge de progression, on sait qu'on va se prendre des murs. On sait aussi que j'ai trouvé ça parfois aussi un peu prévisible, genre cette histoire de pari, d'arnaque, parce que c'est un arnaqueur aussi, le héros. Je l'ai un peu vu arriver tout ça. C'est pas très subtil. Mais en effet, les sillons sont intelligemment bien posés pour qu'on se laisse porter, mine de rien. J'avais quand même envie de lancer le deuxième, donc c'est bon signe. Ce côté arnaqueur, ça va vraiment être quelque chose qui le personnalise vachement, parce que ça va lui servir tout du long de cette première saison. En fait, c'est comme ça qu'il va permettre à Santi d'avancer un peu plus vite dans le circuit amateur et pro du golf, parce que c'est très codifié, et donc on apprend au fur et à mesure des épisodes aussi comment fonctionne ce milieu. Et donc, c'est ce que je disais, même si tu connais pas, on te donne des petits indices par-ci par-là sur les fers à jouer quand t'es sur le court. Sur le green. Oui, sur le green, pardon, putain, la meuf qui aime trop le tennis. Sur le green, parce qu'à un moment donné, ce sera plus Price qui deviendra son caddie, ce sera un nouveau personnage qui est très attachant aussi. Et grâce à elle, voilà, on va aussi apprendre à quoi servent tous les fers, tous les clubs, lesquels jouer, ce qui est important, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, mine de rien, l'apprentissage vient aussi à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à être autant capté par l'enjeu. Même si tu comprends pas. Ça me fait rappeler vraiment ce film, Le Stratège, avec Brad Pitt, sur le baseball. T'as beau rien y connaître, en fait, à force, t'arrives quand même à être hyper pris dans le film, quoi. Ouais, ça rappelle ce même mouvement avec le foot américain et Friday Night Lights, c'est pareil. Oui, complètement. Mais c'est intéressant parce que ça aide aussi à potentiellement démocratiser le sport et donner envie peut-être demain à des gens de regarder le golf qui est diffusé en France sur Canal+. Oui, parce que Santi vient d'une famille vraiment très pauvre. C'est sa mère, elle vit seule, elle travaille dans un magasin. Lui fait pareil des heures après l'école ou quoi. Non, parce qu'il a 18 ans. Oui, on ne sait pas quel âge il a dans le pilote. Il a 18 ans, je crois. Je crois qu'ils le disent après. Et voilà, il travaille aussi un peu comme ça. Et il se retrouve sur un green de golf. Mais il ne peut pas se le payer. Et vraiment, l'argent est un problème aussi. Donc voilà, ça montre aussi que les classes populaires peuvent s'intéresser également à ce sport et comment y rentrer sans argent tout de même, quoi. Du circuit amateur jusque potentiellement le circuit professionnel. Ouais. En effet, pour rappel, la série Stick est disponible sur la plateforme Apple TV depuis juin 2025. Et en attendant la saison 2, il y a une saison à votre disposition qui contient une dizaine d'épisodes d'une trentaine de minutes en moyenne. Je l'ai expliqué à votre femme au téléphone. Sa parente est décédée et lui a légué cette propriété. Waouh! Tout ça est à nous! On va faire de ce manoir un merveilleux hôtel. Oh, mais on ne veut pas que ça devienne un hôtel. D'accord. Hantons ces bâtards jusqu'à leur fuite. Salut! Oh mon
mon Dieu! Quoi? Il y a toute une bande de zombies avec toi! C'est dans ta tête. Sachez qu'ici, on est chez nous, on en a hérité, alors il est temps que vous vous en alliez. Qu'est-ce que vous voulez? On pourrait devenir amis. L'idée y était. On est en train de jouer avec des forces qui nous dépassent. C'est un coup à déchaîner la colère divine. Ici, ce n'est pas ma maison. C'est notre maison. On poursuit ce bilan avec ton meilleur visionnage sériel, toutes décennies confondues, et tu as choisi d'évoquer la fiction Ghost en VO ou Ghost, fantôme à la maison en VF. Série lancée en 2021 et disponible en France sur Netflix. C'était d'abord une série anglaise, il y a une version française, mais toi Delphine, tu as choisi d'aborder la version américaine. Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vue, comment on pourrait la résumer ? Donc voilà, c'est donc la version américaine de la série anglaise. Donc là, c'est l'histoire de Samantha et Jay, qui héritent d'un grand manoir de la tante de Sam. Après que Sam chute dans les escaliers, elle se rend compte que le lieu est rempli de fantômes morts ici à différentes époques. Et à cause de cette chute, elle peut donc communiquer avec eux. Donc c'est une nouvelle vie qui s'offre et à Samantha et aux fantômes. Très bien. Au casting, Rock McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones, Daniel Pinnock ou encore Richie Moriarty. Je citais plutôt les autres versions existantes, anglaise, française et donc cette version américaine. Delphine, pourquoi tu as voulu évoquer la version de l'oncle Sam et en quoi cette mouture tient-elle pour toi parfaitement la route ? Déjà, j'ai voulu regarder cette série, donc comme la série précédente, on est sur une comédie. Là, par contre, on est vraiment dans une sitcom, on a vraiment une unité de lieu, on est dans ce manoir. Je voulais prendre cette version américaine parce que j'ai trouvé que les personnages de Sam et Jay étaient très attachants. C'est un couple de trentenaires, ils sont vraiment beaucoup trop mignons, très amoureux. D'ailleurs, on jouera jamais sur ça dans la série, sur leur affection, sur ce couple, si le couple bat de l'aile, s'il y a des problèmes entre eux. Ce sera jamais une question. Ce sera surtout sur les péripéties liées aux fantômes. Comme je l'ai dit plus haut, chaque fantôme est lié à une époque. Donc on a Thor qui est un viking, Sasepis qui est un amérindien, Etty qui est donc la grande-tante de Sam, Isaac, un officier de la guerre d'indépendance, Alberta, une chanteuse noire jazz qui était là pendant la Prohibition, Pete, un chef scout des années 80, Trevor, un courtier des années 90, et Flower, une jeune hippie. Donc c'est des personnages très hétéroclites, vraiment des époques très différentes, donc parfois il y a un vrai conflit de générations, on peut dire. Ils ont l'air d'être hauts en couleur. Oui, et c'est ça qui est drôle, quoi. Et on en découvre de plus en plus sur chaque personnage au fur et à mesure, ce qui les rend vraiment... Même des fantômes avec qui ils étaient amis depuis 300 ans, tout d'un coup c'est « Ah, mais tu nous as dit que tu étais mort comme ça » et on apprend qu'il est mort d'une autre façon. Et donc ça les rend vraiment très attachants. Et le fait d'avoir une vivante pour communiquer avec eux les ouvre sur le monde qui les entoure. Isaac assume son homosexualité, alors que c'est un officier de la guerre d'indépendance. Donc là, il l'assume et il découvre même son homosexualité. On découvrira même un peu son rôle pendant la guerre et des épisodes vraiment très drôles quand il découvre la comédie musicale Hamilton. Cela donnera lieu à des moments vraiment très très marrants où lui dit « Mais c'est pas possible, Hamilton n'était pas comme ça, il allait aux putes, c'est pas lui qui a fait ça. » Bref, et qui voit qu'on a en effet une comédie musicale, ça lui fait péter des câbles. Je m'attendais pas à ce que tu dises « il allait aux putes », mais bon, pourquoi pas. Pardon, parce qu'il le dit beaucoup ça. Ok. Alberta découvre enfin, au bout d'une centaine d'années, qui l'a tué. Sam et Jay, font vraiment tout pour aider les fantômes, quitte à parfois passer pour des fous, genre à parler tout seul, à faire des choses complètement absurdes pour les gens qui les entourent, qui eux ne voient pas les fantômes. C'est une série encore pleine de bons sentiments, parfois un peu plus acide sur certains personnages, et c'est là où on voit que c'est tiré quand même d'une série britannique. Ça se regarde tranquillement dans un lit ou sous un plaid, ça fait pas de mal, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, et on se laisse porter par cette flopée de personnages très divertissants. Bon, ça donne envie, vendu comme ça, sincèrement, je restais de marbre face à ça, d'autant plus avec la version française qui était proposée par TF1. Ça ne me parlait pas, et pourquoi pas, avec ce pitch, ça donne un peu plus envie. Pour rappel, Ghosts, c'est 6 saisons et 104 épisodes. Cette série est disponible sur Netflix, mais sur cette plateforme actuellement, au moment où sort cet épisode, vous n'avez qu'une saison à disposition. Et avec ces 18 épisodes, sachez que vous pouvez aussi suivre Ghost sur TF1+, avec 3 saisons disponibles sur les 6. Je sais, c'est pas l'intégralité, mais il va falloir vous en contenter. Je voulais juste
Oui. rajouter un tout petit truc. Voilà, j'ai parlé des séries là parce qu'elles m'ont fait du bien cette année. Voilà, on est sur des comédies. Mais voilà, les séries qui m'ont vraiment touchée cette année, j'en ai fait des petits articles sur la page Instagram et surtout The Pitt. Très bien. D'ailleurs, The Pitt, je crois que ça tombe dans l'un des bilans de cette année. Je dis ça, mini spoiler. Voilà. C'est normal. Voilà, évidemment, une personne l'a choisi. On en reparlera. Merci à toi, Delphine, pour ce retour en arrière. Mais merci Junior. La saison des séries bilan de l'année 2025, partie 1, c'est fini. On se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!